Bonsoir. La question qui m'animait ici était de réfléchir un peu à l'occasion de cette rencontre sur ce qu'il s'est passé très récemment en graffiti à Bruxelles, parce que donc l'année passée, en 2011, j'ai publié un bouquin qui était le fruit de 3 ans de recherche sur Bruxelles et le graffiti, et que le graffiti, c'est une histoire qui a 30 ans aujourd'hui à Bruxelles. Et j'avais envie de voir ce qui s'était passé depuis la publication de ce bouquin, donc en 2011-2012, parce que les choses changent terriblement avec le graffiti. C'est un mouvement artistique qui évolue très très vite à ce jour, et ça c'était les recherches qui étaient publiées dans le livre. Le graffiti concerne déjà 2 générations d'artistes, à Bruxelles en tout cas. La première génération, c'est la génération hip-hop, qui est représentée sur la partie gauche de l'image que vous avez sous les yeux, et qui est l'imagerie que vous avez tous en tête, à savoir la bombe aérosol, le lettrage basé sur les comics books américains, l'imagerie qui vient de New York et des États-Unis au sens large. Et donc c'est écrire son nom ou son surnom sur les murs de la ville avec une bombe aérosol. Et c'est une imagerie qui a été très fort liée à la culture hip-hop, avec une cohérence extrême entre les 4 dynamiques culturelles de ce mouvement, à savoir le breakdance, le DJing, le rap et le graffiti en peinture. C'était vraiment un mouvement qui fonctionne comme une contre-culture et qui affirmait cette espèce de contre-existence, de prendre place, de prendre pied dans la ville. Et c'était un mouvement exceptionnel dans le sens où c'est la première fois qu'un mouvement a été créé par et pour des jeunes. Donc c'était un mouvement artistique dont le vocabulaire artistique, musical, littéraire ou artistique, graphique, de l'ordre de la peinture, était créé par des adolescents. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour moi en tant qu'historien de l'art. Le deuxième mouvement qui est arrivé juste après, donc le graffiti hip-hop a occupé les devants de la scène, disons grosso modo de 87 à 97 à Bruxelles. Et très vite après, il y a eu un tournant. Et au début des années 2000, on est arrivé dans ce qui s'appelle le néo-graffiti. C'est un graffiti qui est sorti de cette génération hip-hop et qui a brisé toutes les contraintes et les codes très très précis qui étaient attachés au hip-hop. Donc tout d'un coup, on peut utiliser beaucoup plus largement des outils beaucoup plus variés que la bombe aérosol. Et c'est pour ça qu'on rentre dans ce qui est dans la partie droite de l'image, les 3 médias les plus utilisés aujourd'hui en graffiti, qui sont l'affiche, le pochoir et l'autocollant, qui sont 3 supports qui sont applicables très vite dans la ville et qui permettent d'être faits en atelier, ce qui déplace le risque. La génération hip-hop prenait son plaisir à peindre dans la rue, tandis que la génération néo-graffiti prend son plaisir à montrer des images dans la rue. Elle les fait dans l'atelier, elle les montre dans la rue aussi. C'est aussi un déplacement de génération. Le graffiti hip-hop, c'est des adolescents. Le graffiti néo-graffiti, c'est plutôt des étudiants en art. Donc on voit que les choses ont évolué. La conclusion de mes recherches, c'était ce bouquin qui est paru en 2011 et une exposition au musée d'Ixelles qui me permettait d'interroger ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui se passe avec le graffiti dès lors qu'il quitte la rue, comme c'est le cas aujourd'hui par effet de mode, et qu'il rentre dans les galeries d'art, dans les institutions culturelles, dans les musées. Et donc l'enjeu pour moi, par cette exposition au musée d'Ixelles, était de montrer qu'un artiste, quand il sort de la rue, renaît, si vous voulez, qu'il subit une nouvelle naissance et que toutes les portes s'ouvrent à lui. Il part avec une nouvelle page blanche, et comment va-t-il pouvoir prendre tout ce qu'il a acquis dans la rue et le montrer dans le musée. Ça a été aussi, je pense, un moment pivot, en tout cas pour le graffiti à Bruxelles, parce qu'il y a eu un impact médiatique assez fort autour de cette exposition. Je pense qu'elle est arrivée à un moment donné où les gens avaient envie de savoir un peu plus sur le graffiti. Et je montre en haut une image qui sont des esquisses de bonhomme, qui est probablement le graffeur bruxellois le plus connu, qui avait choisi d'exposer dans l'exposition tous ces dessins préparatoires des dinosaures et des squelettes qui envahissent la ville. Et suite à l'exposition, le musée d'Ixelles a acquis la série de dessins qu'il avait présentés dans l'exposition. Et c'est la première fois que le graffiti rentrait dans les collections d'un musée à Bruxelles, voire même en Belgique à mon avis. Mais donc, en faisant ça, les enjeux changent et le regard des gens change aussi. Donc, ce qui s'est passé après 2011, c'est que tout d'un coup, les mentalités changent, il y a une espèce de coup de projecteur sur le graffiti et il y a beaucoup de choses qui sont venues subitement, qui étaient probablement travaillées en amont depuis quelques années, mais tout d'un coup, on a des fresques légales, des commandes de peinture murale qui sont faites à des graffeurs, avec la première fresque à ce jour, mais qui est probablement la première d'une longue série, qui est une fresque de Gaëtan Tarantino, peinte sur un mur en face de l'IEX. Et donc c'est la première fois qu'il y a un mur de dimension monumentale qui est donné à un graffeur pour peindre une pièce de façon monumentale en plein cœur de la ville. On peut espérer à terme qu'il y a un parcours graffiti qui se développe, tout comme il y a pour le moment un parcours bande dessinée. Ce sont les mêmes responsables qui espèrent travailler les 2 parcours en parallèle.
Ici, une autre fresque qui a été donnée début 2012, un mur qui a été confié à un graffeur qui s'appelle Parole et qui, dans le quartier des Marolles, a fait une énorme fresque avec tout un fond d'une écriture poétique illisible et un nom Parole marqué en grand jaune au-dessus. Donc parallèlement à ça, une reconnaissance du graffiti qui fait que tout d'un coup on quitte le champ de l'illégalité, qui était pourtant un critère définitoire du graffiti, et on rentre dans la légalité avec une commande artistique, un espace qui est donné à un graffeur, une commande, une volonté qu'il peigne le mur de telle ou telle façon, etc. Donc on rentre vraiment dans des enjeux institutionnels. Parallèlement à ça, on se rend compte qu'il y a un engouement médiatique qui fait que tout d'un coup, beaucoup de médias veulent parler de graffeurs, et aujourd'hui c'est difficile d'ouvrir un journal sans tomber sur une page ou quelque chose qui parle de graffiti à un moment donné. J'en veux pour preuve, et pour bon exemple, la série qui a été donnée dans le magazine hebdomadaire Victoire, qui est un supplément du journal Le Soir, qui, à raison d'une fois par semaine, dans son dernier numéro, dans la dernière page du numéro Victoire, donnait à un graffeur la possibilité de faire un graffiti sur la façade d'un magasin. Et le dernier numéro en date, c'était ASB, qui est un des meilleurs graffeurs bruxellois de la tradition hip-hop, donc de la bombe aérosol. Et on voit bien les enjeux. Donc c'est un graffiti peint à la demande de Victoire sur une façade d'un magasin, le store fermé. À côté, le graffeur qui porte une toile, donc on est dans le questionnement de le graffiti qui quitte la rue, et tout ça prôné par un magazine, puisque c'est fait à la demande d'un magazine qui le reproduit dans ses pages. Il y a aussi une espèce d'engouement qui change complètement la lecture du graffiti dans la rue, qui avant était un acte clandestin, qui fait que certains le voyaient, ou bien certains, il était diffusé sur Internet, sur des sites spécialisés, etc. Aujourd'hui, dès qu'un graffiti de qualité est fait en rue, il est reproduit quasiment immédiatement dans la presse. Et là, c'était une image qui était reproduite dans le Brussels Days Week, en couverture du magazine, d'un graffeur, Ernest Zakarevic, qui est un graffeur étranger qui est venu à Bruxelles faire toute une série de pièces qui ont été tout de suite vues, en tout cas par le secteur et aussi par les médias, parce qu'elles ont ceci de particulier que non seulement elles sont peintes directement sur les murs, ce qui est très rare aujourd'hui, à part Bonhomme et quelques autres, la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, font des affiches, des pochoirs et des autocollants, mais non seulement elle était peinte, mais en plus il y avait un accessoire qui était collé sur le mur, c'était un caddie de supermarché coupé en deux, collé sur le mur, ce qui donne envie aux enfants de jouer avec, puisque c'est un élément qui sort du mur, on peut jouer avec, et c'est une spécificité du travail de ce street artiste. Mais donc, il y a un côté de réenchantement de la ville qui fait que les médias trouvent ça ludique, divertissant, et s'accaparent très vite ce genre d'imagerie. Ce qui fait que les artistes graffiti sont aujourd'hui en porte-à-faux entre d'un côté un art qui est illégal, qui est spontané, qui a une volonté de revendication, et d'un autre côté un effet de mode qui fait que quoi qu'on fasse, les médias le reprennent très vite et il y a un côté ludique, un engouement là autour. Et par exemple, il y a toute une série de fresques dans les Marolles où tout d'un coup les pouvoirs politiques se demandent s'ils ne devraient pas mettre des cartels comme dans les musées à côté de l'œuvre pour dire c'est un tel qui a fait ceci, c'est une pièce importante, etc. Et donc les graffeurs sont en train de réfléchir par rapport à ça. Et ça, c'est une pièce qui a été réalisée sur le skatepark de la station Recyclage, donc en plein milieu du centre-ville. Chaque année, le skatepark est décoré par un graffiti. C'est une pièce confiée sur appel à projet suite à un concours à un graffeur qui est vainqueur, lauréat du concours. Et donc d'année en année, il y avait des graffeurs intéressants qui faisaient une fresque sur le sol du skatepark. Et là, exceptionnellement, les graffeurs ont réfléchi et se sont dit, finalement, ça, c'est aller à l'encontre de l'éthique du graffiti. Le graffiti est un acte collectif, le graffiti est un acte de rébellion. Et cette année, ce qu'ils ont décidé comme fresque, c'est, au lieu de confier le sol à un artiste, on va donner un laps de temps, 1 heure, 2 heures, un après-midi, à tous les artistes, à qui il veut. Et donc, sont venus cagouler des dizaines de graffeurs de Bruxelles qui ont reçu leur peinture et qui ont pu faire chacun leur nom, leur blase, ce pourquoi ils sont recherchés le reste du temps à Bruxelles. Et c'est devenu une espèce de fresque collective qui fait que quand vous la voyez, et là sur photo, vous n'avez pas du tout l'impression de voir une œuvre commanditée, mais c'est bien une œuvre parce que ça a été coupé en tranches et réfléchi ensemble, chacun son petit morceau. Donc, essayer de se réapproprier le graffiti et l'acte collectif malgré la dimension culturelle qu'il est en train d'acquérir pour le moment. À côté de ça, du coup, les graffeurs sont de plus en plus forcés d'aller dans une illégalité ou aller encore plus loin, aller encore plus fort, aller encore plus grand. Et si c'est pas beau, si c'est plus agressif, ce qui est un des enjeux du graffiti, d'être dans la rébellion, la revendication, alors la presse va au contraire s'insurger. Donc la presse est la première à dire c'est beau quand c'est divertissant, c'est aussi la première à dire c'est un acte illégal quand c'est moins divertissant. Et là, c'est un graffeur qui s'appelle Kidult, qui est un graffeur international qui, lui, a décidé de faire des graffitis envahissants
sur les façades des couturiers et des magasins de mode qui ont fait, à un moment ou à un autre de leur carrière, un contrat avec un graffeur pour faire une série de vêtements. Donc là, c'est le magasin de Martin Margiela, rue de Flandre, qui a fait décorer une série de chaussures, de paires de chaussures, par un graffeur. Et lui, Kidult, il est contre cette espèce de récupération par la mode d'un phénomène de rébellion. Et il dit, OK, si ce créateur de mode aime tellement le graffiti, moi je lui fais un cadeau, je fais un graffiti sur sa façade. Et le graffiti en question, c'est un grand cœur rose avec Love marqué en grand. Mais évidemment, l'imagerie, l'esthétique utilisée est une esthétique de la coulure, du lettrage difficilement lisible, du cœur mal rempli, etc. Donc évidemment, c'est mal interprété. Et du coup, la presse, très rapidement, dit c'est du vandalisme, etc. Il y a une espèce de... c'est l'un ou l'autre. Autre exemple, la station Horta, qui a été attaquée il y a... dans l'année, donc fin 2011 ou 2012, par une bande d'individus masqués, on ne sait pas qui, sont-ce des graffeurs ou pas, on ne le sait même pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de nuit, de façon très professionnelle, ils ont attaqué avec différents outils de projection, voire des ballons remplis de peinture, la station Horta. Probablement un choix qui n'est pas lié au hasard. C'est une des seules stations où il n'y a pas d'œuvre d'art directement visible dans la station, donc les murs sont neutres. Et aussi, c'est une station qui fait référence à l'architecte Horta, architecte art nouveau bien connu à Bruxelles, que les graffeurs n'attaquent jamais dans la ville parce que c'est un respect du patrimoine. Et là, tout d'un coup, ils ont attaqué la station Horta, ce qui a été considéré par la presse comme un acte de vandalisme et vendu comme tel, mais je le sais pour être passé... La STIB a joué là-dessus aussi, la station était fermée, il était interdit de prendre des photos, les rares photos sont passées en sous-main, et la station a été fermée jusqu'à ce qu'il y ait un nettoyage total des murs. Mais si vous preniez le tram ce jour-là, entre les deux stations, celle d'avant et celle d'après, et que vous passiez là, moi je l'ai fait par hasard, vous pouviez regarder le regard des gens dans le tram, et tout le monde était surpris, ça c'est certain, mais ce qui venait le plus souvent sur le visage des gens, c'était un sourire d'émerveillement, parce qu'au-delà du geste qu'on considère comme agressif, et ces trois photos ont quelque chose d'agressif, quand on regarde cette explosion de couleurs, ce dynamisme, cette lumière qui sort tout d'un coup de là, il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement. Ce n'est pas une attaque d'ordre vandale, parce que si c'était le cas, ça aurait été des couleurs noires, brunes, ça aurait été beaucoup plus agressif que ça. Ici, ce sont des couleurs vives, et il y a vraiment... Et une collègue à moi m'a dit exactement la même chose. J'étais dans un tram qui a passé là, et tout d'un coup, les gens voyaient ça, et leurs yeux s'ouvraient, et ils souriaient. Il y a une dimension d'amener quelque chose. C'est un autre ordre d'émerveillement. Ce n'est pas un émerveillement lié uniquement au beau, il y a quelque chose de surprenant là-dedans. Le problème avec le graffiti, c'est qu'on ne s'attend pas à voir ce genre d'œuvre à ce genre d'endroit. Ceci, dans un musée, serait évidemment entièrement accepté. Ça se fait depuis des décennies et ça se fera encore pendant des décennies. Mais nous, en tant qu'usagers du quotidien, on n'est pas habitués à tout d'un coup, dans notre station de métro, voir ce genre de discours. C'est aussi le cas pour le graffiti de idiot Heidi Hotz, écrit en gigantesque sur la coupole du palais de justice ici en 2012 et qui a valu à son auteur d'être arrêté et de passer 12 jours en prison en détention préventive alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Parce qu'il représentait une grave menace pour la société, pour avoir marqué à la peinture son nom ou son surnom sur la coupole du palais de justice. Le problème, de nouveau, c'est qu'on n'est pas en train de critiquer une esthétique, c'est juste un mot écrit avec des bombes de peinture sur un mur, mais tout d'un coup, on va bien au-delà de ce qu'on associe, nous, à la peinture. Tout d'un coup, parce que c'est en rue, parce que c'est sur des symboles, parce que c'est sur des endroits qu'on fréquente quotidiennement, à un endroit où on ne l'attend pas, où on ne le souhaite pas, ça devient un acte de terrorisme, de vandalisme, comme c'est souvent véhiculé. Mais c'est simplement notre regard qui peut-être peut changer. Parce que je ne vois pas pourquoi ceci serait du vandalisme, quelque chose d'effrayant, de menaçant pour la société. Et je pense qu'il y a là-dedans tout autant de choses de notre rapport de redécouvrir le monde, redécouvrir la société, de l'ordre du débat ou de l'apport d'idées, que dans une peinture que la presse montre avec le sourire en disant que là, c'est quelque chose de l'ordre de réenchanter le monde. Il y a d'autres façons d'interroger l'art dans la rue a beaucoup plus de pouvoir que dans un musée. Et ce pouvoir n'est pas juste là dans le divertissement ou dans le faire beau. Et le pouvoir, c'est celui de faire débat et poser des questions, éventuellement faire mal par une image, grâce à une image. Je vous remercie.